Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour la conférence inaugurale de notre nouvelle exposition Paris 1924, Paris 2024, les Jeux Olympiques, miroir de nos sociétés, organisés à l'occasion des Jeux de Paris l'été prochain. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à visiter cette exposition extrêmement riche et ouverte à toutes et à tous, aux jeunes comme aux moins jeunes, qui est située au troisième étage de ce bâtiment. Le commissariat a été assuré par le trio complice et complémentaire formé par Paul Dicci, historien, spécialiste du sport, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, par Caroline François, coordinatrice des expositions au Mémorial de la Shoah, et par Hubert Struck, responsable du service pédagogique du Mémorial. Merci à tous les trois d'être présents et nous avons également le grand plaisir d'accueillir Céline Géraud, qui va porter aujourd'hui une double casquette, celle d'ancienne judokate multimédaillée et celle de journaliste sportive. Vous avez couvert les Jeux pour France Télévisions et puis pour Europe 1. Alors, comme le titre de l'exposition l'indique, ce parcours muséographique retrace un siècle d'Olympiade en questionnant les enjeux sociétaux qui entourent et qui sont parfois drainés par cet événement sportif planétaire. Et l'expo montre également que l'histoire des Jeux Olympiques est un prisme particulièrement pertinent pour éclairer et saisir les grands enjeux et séquences de l'histoire du XXe siècle. Et donc, face à la multitude de sujets et de problématiques traités par l'exposition et qui sont amplifiés par ce très beau catalogue, il a bien fallu resserrer la focale. Et donc, je remercie chaleureusement Bertrand Richard, qui est auteur et éditeur et qui va animer cette rencontre et qui, après avoir visité l'expo et avoir lu avec attention le catalogue, a décidé de resserrer cette discussion autour de la notion de paradoxe, car comme nous allons le voir avec nos invités, les JO sont traversés par de multiples contradictions. Et donc, je te passe sans transition la parole, Bertrand. Merci beaucoup, Julie. En effet, oui, les paradoxes, par quelques bouts qu'on les regarde, les JO frappent en effet par l'alliage des contraires parfois. Avec cette image peut-être qu'on a tous en tête, c'est Jesse Owens en 1936, magnifique athlète afro-américain qui gagne 4 médailles d'or dans un stade qui voit en même temps la montée inexorable du nazisme. Et il y a là un choc symbolique qui est extrêmement fort et qui raconte un peu cette notion paradoxale qui traverse toute l'histoire des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques qui souhaitent célébrer un idéal universel dans l'esprit de Coubertin et qui est en fait très souvent organisé par le monde occidental, au départ, européen, occidental. Un symbole d'humanisme, mais qui n'arrêtera pas de mettre de côté un certain nombre de personnes, certains athlètes, les femmes, bien sûr. Donc on y reviendra. Un idéal de paix, mais néanmoins qui est toujours touché par les nationalismes, par le combat entre les deux grandes puissances pendant la guerre froide et puis par les idéologies plus généralement. Des Jeux Olympiques qui aspirent au désintéressement, à l'amateurisme aussi, qui est revendiqué par le baron de Coubertin et qui aujourd'hui sont éminemment professionnalisés et ô combien liés à l'économie. Donc tout ça évidemment est intéressant et met en exergue justement cette notion de paradoxe. Alors je voulais proposer à la discussion comme première illustration le fait que les JO présentent une sorte de volonté universaliste mais contrariée dès leur origine, dès leur départ. Alors je voulais peut-être commencer avec vous, Paul Dicci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il se fait que les JO, donc emmenés par Coubertin, dans une philosophie éminemment humaniste, universaliste, respectable. Néanmoins, dès le début, apparaît resserré sur lui-même. Je crois que sur les 12 premières Olympiades, 10 sont attribuées à l'Europe et aux États-Unis. Et Melbourne
56, premier jeu dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire 60 ans après le début des jeux modernes. Alors comment expliquer ça? Bonjour à toutes et à tous, merci pour la question. Oui, bien évidemment, les jeux, ils sont toujours fils de leur temps, hein, et les jeux de 2024, ce ne sont pas ceux de 1896. Le principe, hein, de l'olympisme rénové, il est fondé à Paris, pas très loin d'ici, à la Sorbonne, en 1894. Et l'idée de Pierre de Coubertin, c'est de réunir des élites sociales, hein, pour les faire concourir dans différentes épreuves sportives et ainsi, eh bien, assurer la paix. Pour quelle raison? C'est que ces années 1890 et encore plus la décennie suivante sont marquées évidemment par le jeu des puissances, la peur de la guerre. C'est aussi une période où il y a une floraison des internationalismes. Vous avez toute une série de fédérations internationales qui vont concerner les arts, les sciences et évidemment ensuite le sport. Donc il y a cette dimension-là, évidemment, qui est très présente, mais en même temps, c'est un temps qui est aussi traversé par les nationalismes, et en particulier en France. Et on sait évidemment que le nationalisme a fort à voir, par exemple, avec l'affaire Dreyfus à la fin de l'année 1890. Hein. Ce qui fait que dès 1896, eh bien, les Jeux d'Athènes, il y a un représentant évidemment peu respectable et à oublier, hein, de ce nationalisme antisémite, c'est Charles Maurras, donc, qui fonde l'Action française ensuite, qui est présent à Athènes et qui est ravi d'Athènes, des Jeux d'Athènes. Pourquoi? Il dit qu'à Athènes, il y a le faux cosmopolitisme de Pierre de Coubertin. Il est battu en brèche par quoi? Par un nationalisme et un chauvinisme extraordinaire, des Grecs, des Américains, etc. Donc dès les premiers Jeux, il y a cette dimension qui est fondamentale, me semble-t-il, dans l'olympisme, et évidemment que le CIO aussi parfois essaie de masquer, c'est le fait que, eh bien, derrière cet universalisme, et c'est vrai, ça va être cela, hein, à Paris, il faut l'espérer bien évidemment, il y a le jeu des nations et toute la ritualité olympique qui est construite à partir de ce moment-là, et notamment en 1908 avec le défilé des athlètes, hein, qui défilent comme dans une parade militaire en quelque sorte, ça prend ce sens-là. Et donc c'est finalement jusque à aujourd'hui, mais peut-être un peu moins aujourd'hui quand même, ces jeux, ils sont traversés par cette double dimension, l'universalisme, hein, l'humanité se retrouve au jeu, quelles que soient ses différences, et puis en même temps, la volonté de l'emporter, on le voit bien, le tableau des médailles, hein, tous ceux qui s'intéressent au jeu, tous les matins, regardent, ah, où est la France, hein, et c'est la grande crainte qu'elle soit en dehors du top 10. Donc il y a cette dimension. Et puis ensuite, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, pour ce qui concerne l'Europe, oui, c'est une création qui est entre Europe et Amérique du Nord. Hein, et avec quelque chose de spécial dans le sport international, c'est que les Anglais, les Britanniques en font partie, mais ils ne sont pas des éléments fondamentaux. Et ça, c'est très différent de sports type football, rugby, etc. Et puis surtout, eh bien, jusqu'en 56, hein, 56, c'est un an après la conférence de Bandung, c'est le moment de la décolonisation, de la naissance du tiers-monde. Donc avant, c'est quoi? Bah, c'est un monde qui est dominé par l'Europe, notamment deux grandes puissances coloniales, la France, la Grande-Bretagne. Donc bien évidemment, ce monde-là, il est d'abord essentiellement le monde de l'olympisme, hein, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest. Et puis en plus, il y a un autre aspect qu'il faut rappeler, c'est que jusque en 1949-52, hein, l'URSS ne veut pas participer à l'olympisme. Donc c'est en 49 l'URSS entre dans le CIO et 52 les athlètes soviétiques pour la première fois participent aux Jeux olympiques. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, ça s'ouvre, mais pas évidemment de manière extraordinaire. Céline Géraud, oui, mon micro est allumé. Vous avez couvert vos premiers Jeux d'hiver en 98. Vous avez couvert les derniers Jeux de 2021 à Tokyo. Vous vous apprêtez à commenter ce 2024. Du côté des athlètes eux-mêmes, comment vivent-ils? C'est donc 20 ans d'expérience. Comment vivent-ils cette réunion? Est-ce qu'ils la vivent justement comme le monde qui se retrouve, ou est-ce qu'ils le vivent encore comme la suprématie du monde occidental, par exemple, sur le reste du monde? Est-ce que ça filtre ça un peu? Enfin, ça a beaucoup changé. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, effectivement, entre 98 et donc 2021, de voir l'évolution un peu des mentalités, avec au départ, c'est vrai, des pays qui partaient au jeu, on partait en mission. Il y avait une pression colossale, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas revenir bredouille.
Aujourd'hui, on sent moins ça. On sent plus l'idée de se dire, allez, c'est l'apogée d'un cycle de 4 ans. On va évidemment essayer d'aller chercher la médaille parce que c'est le Graal absolu pour tout athlète. Mais la notion d'échec est beaucoup moins dramatique et tragique pour les athlètes. Je m'explique. Moi, je me souviens très bien des Jeux d'Athènes, de Sydney, où c'était vraiment palpable, où on sentait qu'il y avait bon, c'était au moment d'éclatement aussi des pays de l'Est. Donc, il y avait des nations pour lesquelles, depuis qu'elles n'étaient plus avec la Russie, il y avait la volonté de prouver qu'on pouvait exister. Je pense à la Géorgie, à l'Azerbaïdjan, Tadjikistan, toutes ces petites républiques. Et ça, ils étaient. Je me souviens même du Kosovo, parce que le Kosovo, en judo, par exemple, a décroché sa première médaille aux Jeux de 2000. Et c'est devenu, enfin, la jeune fille qui a gagné dans cette Olympiade, ces Jeux Olympiques, est devenue une superstar dans son pays. Elle n'a pas été ministre des Sports, mais presque. Donc il y avait une espèce de volonté de se sublimer à ce moment-là, en tout cas sur ces nations-là. Mais pour revenir à votre question, si on sent qu'aujourd'hui, les Jeux, c'est devenu une grande fête, en fait. C'est une parenthèse enchantée, avec beaucoup de crème autour. Alors ça, c'est peut-être, on en parlera plus tard, hein, parce que c'est devenu aussi un gros business. Mais entre ceux de 98 et ceux de 2021, on sent qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus cette pression, on n'est plus dans le nationalisme, mais il y a le côté, voilà, il faut faire la médaille, et pour certains pays, ça change véritablement leur vie. Je me souviens aussi qu'il y avait des Jeux, c'était en 2016 à Rio. Il y avait des nations à qui on avait dit, si tu es champion olympique, je parle toujours du judo, des sports de combat qui sont des sports durs aussi, tu avais la maison, tu avais une rente à vie. Je sais que par exemple les Géorgiens, c'était quasiment 100 000 euros, plus une maison, plus une rente à vie. Et je sais que les Géorgiens, bon, en judo, il se trouve qu'ils sont très forts. Tu sentais que quand ils sont champions olympiques, ils pensent à tout ça. Ils se disent, voilà, j'ai assuré mes arrières pour ma famille, les miens, pendant 2 ou 3 générations. Donc c'est une sorte de soft power en fait. C'est complètement c'est une manière pour les nations de pousser leur agenda à travers la prouesse des athlètes. Et c'est vrai que les Français, quand ils échouaient, je pense aux Français parce que voilà, on va parler d'argent concrètement. Un champion olympique, c'est 40 000 euros, la prime non imposable. Le deuxième, c'est 30 000 et le troisième, c'est 20 000. Je crois que c'est ça. Hein. Et donc voilà, donc c'est une petite somme quand même une grosse somme hein, pour un athlète, mais c'est souvent, ça a moins de résonance que ça peut l'avoir dans d'autres pays, quoi. Alors on a l'impression que dans cet universalisme contrarié, le CIO joue un rôle quand même très important, parce que c'est une institution qui est quand même très très bizarre, et qui est tout sauf démocratique, puisqu'elle fonctionne par cooptation. On n'est pas du tout dans le principe un pays, une voix. Caroline François, comment vous voyez cette institution étrange, Uber, hein, l'un ou l'autre comme vous le souhaitez, mais qui a fait beaucoup justement pour rendre un peu opaque les Jeux Olympiques? Paul, plutôt. Oui. C'est une question évidemment sensible. Bien évidemment, oui, par rapport aux grandes organisations internationales, les fédérations, la FIFA par exemple, qui est souvent vilipendée, eh bien, il y a une différence. C'est que assistent et votent au congrès de la FIFA les représentants des fédérations du monde entier. Donc, c'est pas la FIFA qui décide qui va voter. Hein. C'est les fédérations qui envoient leurs membres. Au CIO, c'est très différent. C'est que c'est d'abord un club de gentlemen. Hein, d'aristocrates, de militaires, etc. On dirait aujourd'hui d'hommes blancs de plus de 50 ans, hein, dans les années 1890, où Coubertin était plus jeune. Et ce qui fait que ça a été très longtemps quand même un club masculin, hein, et surtout un club de gens se retrouvant dans certaines idées. Hein. Ce qui fait que c'est vrai que c'est une histoire, alors que quand on va au musée de Lausanne, cette histoire elle est reconstituée, mais bien évidemment, on comprend la logique de l'organisation. Ils ne vont pas donner forcément le bâton pour se faire battre. Mais malgré tout, Coubertin, c'est un homme de son temps. Il est à la tête du CIO de 1894 à 1925. On connaît toutes ces phrases. Hein.
des Olympiades femelles seraient inesthétiques et inintéressantes. Quand les femmes ont le droit de participer aux Jeux d'Amsterdam en 28, il est furieux. De même, des Olympiades populaires, pourquoi pas, hein, mais en dehors finalement des autres, même si le premier héros olympique, c'est Spyridon Louis, qui est un homme du peuple grec. Donc évidemment, il est homme de son temps, et puis en 1936, il a des mots quand même très louangeurs pour les organisateurs de Berlin, et s'il avait été à Berlin, il est affaibli, peut-être on n'en parlerait pas aujourd'hui. Enfin, il n'y aurait pas autant de stades de Pierre de Coubertin en France. Alors il y a Pierre de Coubertin et puis il y a les autres, ceux qui arrivent ensuite. Et c'est vrai que c'est un club de gens qui sont quand même, je dirais, au mieux des réactionnaires, au pire des sympathisants. Hein, il y a un nombre de fascistes c'est incroyable. Bon, Avery Brundage notamment. Alors, on peut en citer quelques cas. Hein, Avery Brundage, donc qui est président du CIO de 1952 à 72, mais avant, il est président du Comité olympique américain. Donc c'est lui qui combat toutes les tentatives de boycott des Jeux de Berlin, notamment des associations juives aux États-Unis. Ensuite, eh bien, il va combattre évidemment l'amateurisme, hein, le professionnalisme, enfin toute déviance de l'amateurisme, donc un respect strict, mais vraiment très intégriste, hein, de l'amateurisme. Il va essayer de protéger le CIO d'Afrique du Sud, puis de Rhodésie. Et puis, bien évidemment, le sommet, si j'ose dire, c'est aux Jeux de Munich, hein, où, eh bien, dans son discours, après l'assassinat de 11 athlètes israéliens, il dit The Games must go on. Hein. Mais ce n'est pas le seul. Il faut se rappeler que Samaranch, qui est quand même celui qui transforme le CIO du début des années 80 au début des années 2000, il a été ministre des Sports sous Franco. Hein, c'est un ancien de la Phalange. Donc, et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de membres, hein, français, italiens, etc., qui se sont très largement compromis pendant la Seconde Guerre mondiale et avant, hein, et qui restent membres du CIO et qu'on a du mal à expulser. Donc quand même, c'est une organisation qui a une histoire particulière. Mais en même temps, c'est une organisation qui a évolué, hein, qui a su évidemment aussi prendre en compte les évolutions de son temps, surtout à partir du début des années 1960, lorsque eh bien, la décolonisation fait que les pays africains, asiatiques arrivent. Donc forcément, on est progressivement obligé d'évoluer, de faire entrer des femmes. Hein. Dans le début des années 80, c'est Nadia Comaneci. Bon, elle ne peut pas y siéger parce qu'elle ne peut pas sortir de Roumanie. Ça, c'est une autre question. Donc, elle arrive à évoluer. Et puis, comme toutes ces grandes organisations, il y a aussi le rapport à la télévision, les télés américaines d'abord, dès les années 60, avec les grandes firmes multinationales, tous les partenariats. On ne citerait pas les marques, mais des boissons gazeuses qui ne font pas mincir, de la nourriture fast-food qui n'est pas forcément faite pour les sportifs, etc., etc., sans compter l'activisme d'un fabricant de matériel sportif, très actif en France d'ailleurs, qui s'est développé grâce à sa filiale française en Alsace, et qui, dès les Jeux de 68, eh bien, son représentant, Horst Dassler, pour ne pas le nommer, eh bien, est actif pour essayer de vendre ses pointes, etc. Donc, il y a toute cette histoire-là, bien évidemment, qui fait partie de l'organisation, mais c'est aussi l'histoire du monde qui se fait au travers de cela. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est quand même elle a pas mal changé, hein, et notamment, on le voit bien dans l'affaire russe aujourd'hui. Alors l'Afrique, néanmoins, grande absente, qui n'a jamais eu les Jeux Olympiques. À quelle échéance est-ce qu'on peut imaginer que le continent africain eh bien, finisse par avoir les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est des choses dont on discute dans les instances olympiques ou dans le milieu médiatique? Moi, ce que je peux en dire, c'est que, parce qu'on est toujours un peu au courant avant, c'est qu'il y a de moins en moins de candidats quand même pour l'organisation des Jeux. La preuve, Paris et Los Angeles se sont entendus pour organiser ces Jeux. Les Jeux d'hiver, c'est une catastrophe pour eux. La France candidate, je crois. Oui, la France 2030, mais pour les Jeux d'hiver, parce que le rapport poids-puissance, c'est-à-dire ce que ça rapporte par rapport à l'engagement, est beaucoup moins intéressant pour les Jeux d'hiver, parce qu'en termes de rayonnement aussi, en termes de diffusion télé, les droits ne sont pas les mêmes, donc c'est souvent compliqué pour les pays. C'est pour ça que je crois que Pyeongchang, qui a déjà eu les Jeux d'hiver il n'y a pas longtemps, en 2000, que je ne vous dise pas de bêtises, 2014...
Non, 2018. Ils risquent de les reprendre. Je crois qu'ils sont dans la shortlist. Donc, il y a un souci aujourd'hui pour le CIO, c'est de trouver des candidats. Ça coûte tellement cher d'organiser des jeux, c'est tellement d'emmerde, pardon, pour le pays organisateur. On le voit, nous, à Paris, tout ce que ça peut générer comme contrariété et comme complexité, que du coup, ça devient un vrai sujet. Donc là, j'ai du mal à imaginer une candidature, effectivement, du continent africain dans ce contexte-là, avec les enjeux financiers, organisationnels que ça demande. Donc, l'Afrique du Sud peut organiser une Coupe du Monde de rugby, parce qu'il y a une vraie culture de rugby, je pense à ça. Mais pour les Jeux Olympiques, c'est une autre affaire. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est le cas sud-africain est intéressant, parce que, alors on pense au rugby, mais en 2010, l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde, et ce qui a généré quand même la construction de beaucoup d'éléphants blancs. Ces stades, finalement, qui ne servent pas à grand-chose, donc des dépenses qui se font au détriment, finalement, du développement, infrastructure, logement, etc. Et pourtant, bon, l'Afrique du Sud, c'est quand même le pays le plus riche du continent. Donc, où on pourrait les organiser, peut-être au Maroc, par exemple, puisque le Maroc va participer normalement, si je me trompe, à une candidature avec l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Voilà. Et, bon, mais une Coupe du Monde, c'est un petit peu différent, et puis ça sera partagé entre ces pays-là. Mais évidemment, construire autant de sites, oui, rien que les installations pour tout ce qui est kayak, par exemple, ouais, ça coûte extrêmement cher. Et ensuite, ça ne sert à rien. Je peux vous dire que, par exemple, à Rio, parce qu'on y est retourné, nous, en 2016, il y a eu un site pour tout ce qui était eau vive qui avait été construit dans une favela. Et donc, je me souviens qu'on est allé bien avant les Jeux Olympiques et que les gamins des favelas venaient jouer dans les bassins qui étaient dans une eau cristalline, magnifique, avec qui étaient drainés, il y avait des pompes, tout un système incroyable, et les gamins sautaient, ils étaient heureux, et tout le monde disait oui, mais après les Jeux, bien sûr, ce terrain aquatique restera là. Forcément, derrière, ce qui devait arriver arriva, il n'a pas été entretenu. Les factures d'électricité pour les pompes, la gestion de l'eau n'ont pas été payées, et le bassin est à l'abandon. Et quand on y va, voilà, c'est un bassin où il y a une mare désormais. Alors quand il y a des pluies, les mômes sautent dedans, mais c'est devenu l'héritage a été un échec absolu. Donc je pense qu'il y a aussi ça. C'est un paramètre à prendre en compte. Oui, et puis dans le prolongement de ce que vous dites, c'est que durant les années 2010, les Jeux Olympiques, ça a été le symbole de la possibilité pour les puissances émergentes d'exister sur la scène internationale. 2008, c'est les Jeux de Pékin. 2016, c'est Rio. La Coupe du Monde, alors j'élargis un peu par rapport à ce que disait Paul, c'est 2010, l'Afrique du Sud. Donc il y a eu cette idée que finalement, organiser les Jeux, c'est la possibilité de s'affirmer dans le processus de mondialisation et d'exister. Mais c'est vrai qu'on a parlé de parenthèse enchantée dans un autre contexte. Là, on a un peu déchanté pour les puissances émergentes, et on voit à quel point, finalement, ce qu'on pouvait espérer durant la décennie 2010 est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, que c'est parfois finalement une forme de malédiction que d'avoir organisé les Jeux Olympiques. Donc il y a eu un petit basculement, notamment pour les puissances émergentes et certainement pour le continent africain. On le voit en Chine avec le nid d'oiseaux qui a subsisté, mais d'autres infrastructures sont dans un état absolument lamentable aujourd'hui. Je voudrais qu'on passe peut-être à la deuxième partie capitale à la fois de l'exposition et puis de ce qu'on peut percevoir des Jeux, c'est la question des symboles. Les Jeux Olympiques, c'est des symboles, au premier titre desquels, évidemment, ces anneaux olympiques. Et vous avez parlé, je crois que vous parlez dans votre exposition, d'une sorte de religion sans transcendance. Alors peut-être, Caroline François, vous pouvez nous dire comment dans l'exposition vous montrez les symboles principaux de l'olympisme et comment ils vont être instrumentalisés, ces symboles, en fait, tout au long de l'histoire des Jeux. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans la première salle de l'exposition, c'est d'expliquer ces 4 grands symboles, le défilé des athlètes, les anneaux, le serment olympique et puis la flamme olympique. Et il faudrait rajouter à la flamme le parcours de la flamme, puisqu'en fait, c'est 2 moments qui se créent l'un après l'autre, et le deuxième est en fait un détournement. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé vraiment de rappeler, que c'est ces quatre temps
qui, quand ils sont créés, d'ailleurs, Paul le rappelait tout à l'heure, c'est le premier à être créé, c'est le défilé. Donc on voit bien que le premier, le plus important, c'est de défiler derrière son drapeau, c'est la question des nationalismes. Et puis, donc, les anneaux qui ont été créés par Pierre de Coubertin avec les 5 couleurs. Donc là aussi, pour les 5 continents, pour la couleur pour chaque drapeau. Et ce serment de l'athlète et finalement cette flamme olympique, c'est ces deux-là qu'on va voir détourner assez rapidement dans les mots qui vont être employés. Et puis, le parcours de la flamme, c'est celui qui est créé, l'allumage de la flamme olympique en 1928, mais pour l'Olympiade de 1936 à Berlin, eh bien, les autorités nazies vont se saisir de cette opportunité, aller créer ce parcours de la flamme qu'on va aller allumer à Olympie. Donc on va effectivement recréer une sorte de religion finalement universelle, sportive, qui va faire allumer ce moment pour ancrer dans l'idéologie nazie les Ariens dans une identité grecque ancienne, et puis parcourir toute l'Europe jusqu'à l'allumer à Berlin. Et quand on voit, d'ailleurs, on a dans l'exposition une affiche promotionnelle, parce que la promotion par la télévision, mais la propagande, la publicité, elle naît pendant les Jeux de Berlin. Quand on voit tout ce qui a été produit par la propagande allemande pour faire connaître les Jeux, pour faire venir aussi tous les athlètes pour que leur triomphe soit le plus visible possible, eh bien, il y a une affiche où on voit très bien ce parcours de la flamme qui reprend finalement l'invasion allemande de quelques années plus tard sur toute l'Europe. Et il communique énormément. Il y a beaucoup de cartes postales qui ont été fabriquées pour montrer ce parcours, et qui devient finalement là maintenant un moment qui a été retourné à nouveau, qui est le symbole de l'universalisme, et on attend tous le passage de la flamme, etc. Et c'est vrai que ces différents symboles, que ce soit le serment détourné sous Vichy, on en a un exemple aussi dans l'exposition, le serment des athlètes, le salut olympique, ces éléments qui font partie d'une mémoire collective qu'on identifie tout de suite, et que les puissances totalitaires ont pu détourner. Mais on montre aussi dans l'exposition que des démocraties ou des opposants ont essayé de s'en approprier. C'est le cas de John Heartfield, qui était un photomonteur anti-nazi, et qui utilise les symboles olympiques pour montrer la perversion des Jeux par le régime. Oui, il y a un véritable rapt par le régime nazi de tous les symboles olympiques. D'ailleurs, je crois qu'au départ, les Jeux de Berlin sont attribués, on est encore sous la République de Weimar. Donc voilà, et entre-temps, Hitler est arrivé au pouvoir et se saisit de l'opportunité pour construire son propre récit, absolument, qui va de l'Antiquité au peuple arien qu'il promeut à Berlin, absolument. Est-ce qu'on peut dire que cette promotion il y a une sursignification en fait de tous ces symboles, ils sont détournés, repris, etc. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que c'est si plastique? Qu'est-ce qui fait que ça se prête autant au discours, mais aussi au contre-discours? Parce qu'il va y avoir des contre-discours anti-autoritaires aussi. Hubert, je ne sais pas si vous avez travaillé, je crois, pas mal là-dessus, sur le fait qu'il y a une contre-propagande aussi au fil du temps qui s'installe. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois l'universalisme olympique est pris en charge, j'ai envie de dire, par les régimes autoritaires et totalitaires, avec pour finalité donc une instrumentalisation de ces Jeux à des fins politiques. C'est ce que vous disiez. C'est en 1931 que les Jeux olympiques sont attribués à la République de Weimar, mais finalement, le nazisme va s'en saisir, notamment Hitler sous l'influence de Goebbels. Mais c'est aussi une formidable possibilité pour les sociétés civiles de se saisir de ces symboles olympiques, de ces rites olympiques pour dénoncer ces régimes. Alors ça passe soit par un détournement des symboles, ce qu'on voit très bien avec John Heartfield, ce qu'on voit très bien aussi dans des affiches ou des documents de 1968 pour dénoncer la répression qui a eu alors au Mexique pendant les Jeux de Mexico. On le voit aussi très bien par la volonté de groupes, notamment antifascistes, en 1936, cette fois-ci, de créer des Jeux olympiques antifascistes, des contre-JO, qui auront lieu
qui devaient avoir lieu à Barcelone, qui finalement ne pourront se dérouler, les Olympiades populaires. Et finalement, c'est aussi un moyen pour les opposants au régime nazi à ce moment-là, de s'approprier toute la religion olympique, cette religion civile, pour cette fois-ci en faire une force de combat contre ceux qui veulent justement instrumentaliser les Jeux. Et alors, parlez-nous des Maccabiades. Entre 1932 et 1935, le nazisme monte très très fort, et donc il y a les Maccabiades qui se mettent en place. Une contre-programmation, là encore. Peut-être vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit. Oui, c'est un mouvement là, qui est très intéressant. C'est qu'en 1935, je pense à 1935, parce qu'on a reconstitué avec les équipes du mémorial donc des affiches qui évoquent cet événement. En 1935, en Palestine à l'époque, ont lieu les premières Maccabiades, c'est-à-dire ces sportifs juifs du monde entier qui viennent, se réunissent et participent justement à ces épreuves. Et c'est aussi dans le prolongement de toute une philosophie et des écrits qui apparaissent à la fin du 19e siècle autour de ce qu'on a appelé le judaïsme du muscle, cette idée aussi que les juifs, souvent dans la propagande antisémite, figures victimaires, s'approprient à la fois le sport, l'activité physique, pour montrer que là aussi ils peuvent être, ce qui a été le cas en dehors des Maccabiades, peuvent être des grands champions ou de grandes championnes. Voilà. Et ces Maccabiades viennent finalement là aussi reprendre l'idéal olympique, mais cette fois-ci pour le réserver à des juifs du monde entier qui se réunissent alors en Palestine. Et j'ajoute que, ça vous a sans doute pas échappé, que Vladimir Poutine a créé récemment une contre-proposition aux Jeux Olympiques, puisqu'il y a eu une incertitude à un long moment sur la participation ou pas des athlètes russes et bélarusses, qui finalement sont autorisés à participer, mais sous bannière neutre. Eh bien, il y a, je crois, quelques mois, il a décidé d'organiser des jeux qu'il a appelés lui-même Jeux de l'amitié. Voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure, qui est une espèce de contre-proposition au jeu, en disant voilà. Donc il va le faire, hein, je pense. Il est parti pour le faire, mais voilà, ça donne des idées encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, les Maccabiades, la contre-proposition, elle existe, elle est présente depuis quasiment la création des Jeux, et que à chaque fois, effectivement, ces symboles, ces marqueurs des Jeux qu'on va retrouver, la création de stades, la création de défilés. Les remises, l'identification, les affiches, effectivement, Hubert en parlait, que ce soit les Maccabiades, mais précédemment, c'était les Spartakiades, puisque l'internationale communiste ne voulait pas participer aux Jeux, et donc il y avait cet idéal communiste et la création de ces Spartakiades en 1928, et puis après, avec 1931, avec un rythme aussi qui est un peu comme un rythme olympique. On en parlait tout à l'heure, Père de Coubertin, mais pour les femmes, c'est Alice Millat qui crée les premiers pour montrer la discrimination et l'interdiction faite aux femmes de pouvoir participer aux épreuves. Elle crée des Jeux olympiques féminins qu'elle est obligée de rebaptiser Jeux mondiaux féminins, parce que là, le CIO, avec cette notion de propriété des mots et des titres et des symboles, ces jeux, donc là aussi, ils se créent avec des équipes nationales, c'est un très gros succès, et elle réussit à son grand drame à faire plier Coubertin et à ce que les femmes soient insérées. Mais c'est pareil, ces jeux féminins, on en a mis certaines dans l'exposition, des affiches, et on voit les mêmes rituels. Donc on a toutes ces contre-propositions. C'est le cas pour 1936 pour les contre-jeux de Barcelone. C'est la même chose. Il y a des nations identifiées avec donc un uniforme, un code. Le gouvernement français finance une partie, donc il y a quelque chose d'une représentation nationale, et donc on a tous ces marqueurs olympiques qui font que ces contre-jeux, il y a eu des propositions aussi récemment sur des jeux sans dopage, où en fait on prône aussi le fait de pouvoir faire des jeux et que chacun puisse se doper ou faire ce qu'il veut de son corps. Donc il y a aussi toutes ces qui continuent à arriver, en fait. Finalement, on continue à reprendre cette même matrice.
Alors, je voudrais insister quand même sur quelque chose de passionnant qu'on découvre dans l'exposition. C'est le jeu de miroir qui s'opère entre les Jeux de Berlin de 1936 et les Jeux de Munich de 1972, où justement il y a une volonté du symbole de dialoguer à travers le temps pour compenser l'infamie de 1936. Et je crois que vous racontez l'histoire extraordinaire de l'affiche des JO, qui a été réalisée par Otto Eicher, je ne sais pas si je prononce bien, qui était un ami de Hans et Sophie Scholl, les résistants anti-nazis allemands. Et donc, à travers cette affiche, on a vraiment l'envie de, pas d'annuler, mais de racheter d'une certaine manière l'infamie de 1936. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette affiche ? C'est le designer qui est choisi pour l'affiche et pour une partie aussi des pictos. C'est le créateur des pictogrammes qu'on voit toujours utilisés maintenant dans tous les sports. Donc c'est les premiers jeux en Allemagne depuis ce 36. Donc il y a énormément d'enjeux dans la création de ces jeux de 72. Dans la création, dans le dessin du stade aussi, on voit que ce n'est pas que du sport, c'est de la politique internationale. Et le choix de ce designer, donc il a été pendant la guerre, il était dans la Wehrmacht, il a déserté, il s'est caché chez la famille Scholl parce qu'il était camarade de classe de Werner Scholl, qui était le frère de Hans et Sophie Scholl, qui sont ces résistants allemands, figures de anti-nazis qui ont été guillotinés, donc arrêtés et guillotinés. C'est le moment de la Rose Blanche. Et après la guerre, il épouse la sœur de Hans et Sophie Scholl. Donc il est vraiment... et le choix avec une telle idée ne peut pas être autre chose que de clôturer un petit peu comme le CIO avait essayé de clôturer la période avec les Jeux de 48 à Londres, hein, en disant voilà, c'est eux qui on l'a clôturé par ceux qui ont déclaré la guerre, on la clôture par ceux qui ont gagné la guerre. Et bien là aussi, c'est amener à Munich une fête. On le voit dans la mascotte, on le voit dans toute l'organisation de ces Jeux, de faire oublier finalement ceux de Berlin. Avec cette ironie très tragique néanmoins que le commando Septembre Noir prendra en otage les 11 athlètes. Donc l'histoire revient tragiquement, alors même qu'il y a eu cet effort, en effet, absolument. Qu'est-ce que je voulais vous demander sur ces symboles? J'avais une dernière chose à vous demander, mais qui m'échappe à l'instant. C'est pas grave, ça va me revenir. Je voulais qu'on aborde maintenant ce qui fait le titre de votre exposition, c'est-à-dire les JO miroirs des sociétés. Et on a presque envie de dire, après avoir vu cette expo, miroir déformant des sociétés, parce que en effet, il les reflète, mais toujours un peu à contre-temps, à contre-cœur. Ils finissent par intégrer bon gré, mal gré les évolutions de la société, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne les devancent pas, quoi, et que parfois ils s'arc-boutent contre elles. Alors, je voulais commencer avec la question, effectivement, des femmes. Vous avez cité Alice Mia, mais qui a été très, très importante. Vous-même, Céline, vous avez, comme athlète, été au premier rang du sport féminin. Je crois que vous êtes deuxième au championnat du monde en 86, championne du monde en 84. Comment ça se passait à cette époque-là? Les choses avaient évidemment déjà beaucoup évolué, mais néanmoins, les choses étaient encore en cours aux Jeux Olympiques. Il n'y avait pas encore énormément de femmes, d'athlètes femmes. Oui, c'est vrai. La parité sera d'ailleurs pour la première fois très tardive. À Paris. À Paris, ce sera les premiers Jeux où il y a autant d'athlètes femmes que d'hommes. Ils ont rééquilibré au niveau des disciplines. Il y a des disciplines qui sont sorties, il y a des épreuves qui sont entrées. Je fais la distinction entre discipline et épreuve. Par exemple, le karaté est une discipline. Elle a quitté les Jeux Olympiques pour faire entrer le breakdance. Donc c'est vrai que ça peut un peu surprendre, mais bon, ça reste de vrais athlètes. Et par exemple, il y a des disciplines qui ont disparu en kayak. Ils ont enlevé une discipline pour faire des épreuves mixtes, justement. Et donc il y a beaucoup de sports dans lesquels il y a désormais des épreuves mixtes en voile, en kayak, en judo. Bon, c'était déjà le cas en escrime. Enfin, pour rééquilibrer justement, entre guillemets, le taux de femmes par rapport aux hommes. Donc cette parité, pour la première fois à Paris, sera visible. Mais c'est vrai que dans les années 80-90, moi j'étais en équipe de France entre 84 et 94 à peu près, il y avait une espèce de course à l'échalote, mais on n'était pas, à ce moment-là, nous, athlètes,
dans une revendication nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se disait tiens, il y a peut-être pas assez de femmes, mais c'était pas un sujet. Enfin, on se disait on va essayer de faire, on se battait pour avoir des résultats, des médailles, mais on n'était pas là dans le girl power. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet parce qu'il y a eu effectivement au-delà de la vague MeToo et de tout ce qui s'est passé sur les revendications féminines, il y a eu aussi la reconnaissance tardive d'Alice Mia, qui est devenue depuis maintenant 2-3 ans, il y a un prix, elle a sa statue désormais au CNOSF, au Comité olympique. Mais finalement, on s'en aperçoit aujourd'hui de l'existence d'Alice Mia. Et nous, à l'époque, je sais qu'on en parlait. On se dit, tiens, c'est bizarre qu'on ne parle pas d'elle quand même. Moi, j'étais journaliste, je m'intéressais à ce phénomène. J'en parlais dès que je pouvais, mais il y avait cette volonté de faire savoir. Mais en fait, j'ai la sensation, moi, que ça s'est fait en marchant. On a évolué. On s'est dit que, de toute façon, on montait en puissance et que... alors moi, j'ai la chance de faire un sport mix, c'est-à-dire que les épreuves, les compétitions, tout comme l'athlétisme ou la natation, on nage en même temps que les garçons, vous voyez, au même moment dans le calendrier. Et moi, je fais vraiment une différence fondamentale entre ces sports individuels qui ont souvent une existence qui est complètement liée à celle des hommes, donc finalement l'exposition est la même. Je parle des médias, je parle de la reconnaissance, je parle du fait qu'on en parle au même moment. Des sports d'équipe, comme le basket, le foot, le handball ou le volley, qui ont des calendriers dissociés. Et si on regarde un petit peu aujourd'hui ce qui se passe, la vraie revendication des femmes dans le sport, elle vient surtout de ces sports-là, des sports de balle, parce que les calendriers ne sont pas les mêmes. Et souvent, quand on me pose la question, je dis qu'il faudrait peut-être aussi arrêter de tirer à boulet rouge sur les journalistes qui n'en font pas assez, les fédérations qui ne se bougent pas assez. Mais finalement, le problème, il vient peut-être des fédérations internationales qui n'ont jamais voulu vraiment coordonner les calendriers. Le seul sport où ça pose un problème, c'est le basket, parce que la NBA est effectivement, avec les calendriers et les matchs, c'est compliqué. En revanche, pour le volley, pour le foot, etc., je suis persuadée qu'on pourrait... ils l'ont fait un peu pour le rugby, d'ailleurs, en faisant le tournoi Destination pendant un moment en même temps que les garçons. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont essayé. Et c'est vrai que du coup, il y avait une attention qui était portée aux femmes, et les femmes avaient la sensation d'être vraiment les athlètes aussi reconnus que les garçons. Mais voilà, il y a encore du boulot. Mais j'ai quand même la sensation en 15 ans, là, on a fait des progrès fulgurants et qu'aujourd'hui, ne se posent plus les questions, effectivement, du tout début des Jeux Olympiques modernes. Et les femmes ont toute leur place. Même si la reconnaissance médiatique, pour moi, c'est en train d'évoluer. Mais je pense qu'on va dans le bon sens et que ça bouge dans le bon sens. C'est dû au fait que c'est un club d'hommes. On en revient à Coubertin. J'ai retrouvé la phrase que vous citiez, elle est terrible. Coubertin écrit « Les JO constituent l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense. » Voilà. Ouais, il était terriblement misogyne. Hein. Terriblement. Et d'ailleurs, on lui attribue une phrase, l'essentiel c'est de participer, tout ça, c'est complètement débile en fait. Enfin, pardon, mais quand tu es athlète, tu ne participes pas à une compétition pour participer, tu y vas pour gagner et pour être champion. Tu n'imagines pas une seule seconde repartir chez toi en disant « Bon, ben, c'est bon, j'ai pointé, j'ai participé, super. » quoi. Enfin, c'est totalement anti... voilà. Quelles vous semblent être aujourd'hui les revendications des athlètes que vous côtoyez? Qu'est-ce qu'ils ont le plus à cœur? Bon, évidemment, leur sport, mais est-ce qu'ils sont concernés justement par toutes ces revendications sociétales, politiques? Et si oui, sur quel point précis? Alors, moi, j'ai la chance de côtoyer vraiment tous les sports. Typiquement, aujourd'hui, dans le journal du dimanche, j'ai fait un portrait de la gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon, qui est un sport qui est quand même pratiqué par à peu près 18 000 personnes en France aujourd'hui. Et pour la première fois, les filles sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. Donc, il y aura une équipe féminine et masculine aux Jeux. Pour elles, c'est clairement la reconnaissance d'un sport qu'elles aimeraient qu'il y ait plus de clubs. Il n'y en a que 120 en France. Elles ne sont pas dans le même registre qu'une Clarisse Agbenienou en judo ou qu'un qui je pourrais prendre un Teddy Riner au judo, ou d'autres personnes. Il y a vraiment différentes ambiances selon les sports. Mais ça représente quand même encore toujours, en dépit des choses qu'on abordera peut-être après sur ces sports amateurs qui deviennent quand même quasi professionnels, ça reste quand même le Graal absolu pour tout athlète. C'est-à-dire que c'est la consécration ultime, ça marque une progression, ça marque un travail, un engagement, c'est une balise indispensable.
Quand tu as été athlète de haut niveau, si tu n'as pas fait au moins une fois les Jeux, bah, tu as la sensation de ne pas être allé au bout de ton histoire, quoi. Et vous-même, Donc, avez-vous bah, moi, cette impression? voilà, c'est un peu. Vous me tendez la perche. J'ai failli. Ceux de 92, j'étais tout près, ça s'est joué à rien. Alors, au judo, il n'y en a qu'un. Chez nous, c'est très dur. Et c'est des catégories de poids, c'est très difficile. Et j'étais numéro 1 jusqu'en février-mars. Il y a eu une épreuve où j'ai craqué et j'ai pas été sélectionnée à rien, quoi. C'était terrible, c'était affreux. Et la personne qui donc était, on était vraiment très proches, donc c'était possible que ce soit elle comme moi. Elle est championne olympique. Donc c'est à la fois un drame absolu parce que tu te dis, mais elle rencontre les mêmes filles que j'avais rencontrées, elle les bat, c'est très serré, mais elle gagne. Et en même temps, tu te dis, si elle avait perdu au premier tour, est-ce que j'aurais pas encore plus les boules, quoi? Parce qu'en disant, si j'y étais allée, j'aurais fait. En fait, là, tu te dis, ok, elle est allée au bout, mais au moins, elle a été chercher la médaille. Voilà, donc c'est un sentiment toujours paradoxal. Et à chaque fois qu'il y a des Jeux qui arrivent, j'ai toujours cette boule au ventre. Et quand je les commente et que surtout ceux de 2000, par exemple. Quand David Douillet arrive en finale, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu la chance de commenter cette finale contre Shinohara, les Japonais. C'était une finale avec une dramaturgie absolument folle et géniale quand tu es commentateur. Et ben sur le tapis, il y avait encore des filles, parce que j'ai arrêté assez jeune finalement, que j'avais rencontrées moi-même, qui étaient dans ma catégorie de poids et que je voyais. Je disais, si j'avais continué, peut-être que je serais là, mais en même temps, j'avais aucun regret. Mais voilà, il y a toujours ce truc qui te poursuit et je comprends la quête et l'engagement et le drame absolu quand ça ne marche pas, quoi. Mais voilà, ça reste quand même, en dépit de tout ce qu'on dit, un événement absolument magique et qui reste dans les tablettes, quoi. Mais tu as été champion du monde de judo, bon, c'est super, mais champion olympique, c'est quand même le top. Le Graal. Oui, pardon, Caroline. Je crois que c'est aussi ce qu'on a montré dans l'exposition, c'est toute la question du boycott. C'est avec tout ce qui vient d'être dit, quand un athlète prend la décision, et ça s'est vu, on a fait les miroirs entre 36 et 68, il y a plusieurs fois des moments où les athlètes, on leur a demandé, ils ont été approchés par des associations, par des courants politiques, etc., de boycotter les Jeux. Et on voit aussi toute la difficulté, tout ce que ça peut représenter d'envisager cette question, de savoir est-ce qu'on risque ce moment-là, parce que participer à un Jeux Olympiques, c'est une fenêtre de tir une fois dans une vie. Et donc, ceux qui l'ont fait ou ceux qui ont été au bout ou ceux qu'on a poussés je crois que c'est vraiment parce qu'on le réentend à chaque Olympiade qu'il va y avoir des mouvements de boycott, qu'on demande à tel athlète de ne pas y aller, etc. Et de se mettre à la place et d'imaginer. Et le témoignage, il est formidable parce qu'on voit ce que ça peut représenter pour un athlète. Oui, on est obligé de parler des risques que prennent les athlètes aussi, parfois des risques politiques. Évidemment, on pense à Tommy Smith et John Carlos en 1968, qui, pour protester contre le sort fait aux Afro-Américains, lèvent le bras, leur fameux bras ganté. Donc ça, évidemment, JO, miroir déformant. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, vous savez Oui. pourquoi il y en a un qui lève la main droite et l'autre la main gauche? Je ne sais pas si vous avez vu. Vous connaissez Alors, l'histoire? Oui. Oui. Ben, il y en a un qui a la main droite tendue avec le gant noir et l'autre est gaucher. On se dit, mais il n'est pas gaucher en fait. Ils avaient qu'une paire de gants, exactement, madame. En fait, ils avaient prévu de prendre une paire de gants chacun et il y en a un des deux qui a oublié la paire de gants. Et arrivé sur le podium, tu te dis, bah, c'est pas grave, une main droite, une main gauche, ils ont partagé une paire de gants. Voilà, et ils sont exclus. Et ils sont exclus. C'est fou. C'est-à-dire que ce geste qui est passé évidemment à la postérité, qui est un geste formidable, eh bien, ça ne les empêche pas d'être exclus. Il y a un troisième homme aussi dans la photo dont on oublie le nom, mais Hubert, vous pouvez peut-être nous raconter un peu son histoire. Oui, l'histoire est extraordinaire et c'est vrai qu'elle fait partie de ces histoires qu'on aime raconter. C'est une exposition qui est une exposition pour les familles, donc je vous invite à venir aussi avec tout le monde qui peut vous entourer. Oui, le troisième personnage est exceptionnel. C'est d'ailleurs lui qui donne l'idée des gants. C'est John Carlos qui a oublié justement de prendre sa paire de gants. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser seulement celle de Tommy Smith. Et Peter Norman est un Australien qui semble, c'est intéressant parce que quand on observe cette photographie, il nous semble absent de la photographie. On pense qu'il n'est pas du tout dans le combat porté que l'on comprend contre la ségrégation raciale, contre la pauvreté des Noirs aux États-Unis, puisque les deux athlètes noirs américains sont rentrés en chaussettes pour cette récompense. Et Peter Norman, lui, semble bien droit avec ses Adidas, pour ne pas les citer. Et en fait, il a un badge. Et sur ce badge est inscrit Olympic Games for Human Rights. Et
Tommy Smith et John Carlos ont exactement le même badge. Et en fait, Peter Norman va être solidaire de leur action, de cette dénonciation, mais pensant aussi à la population aborigène en Australie et au traitement que lui réserve, selon lui, l'État australien. Et c'est intéressant parce que Peter Norman, comme les 2 athlètes noirs américains, sera définitivement exclu de toute compétition sportive en Australie. Il aura des difficultés pour participer, pour venir assister au JO de Sydney en 2000. C'est la fédération américaine, enfin le comité olympique américain qui va l'inviter. Et puis alors, histoire dans l'histoire, récit de vie, c'est qu'en 2006, Peter Norman donc, décède d'une crise cardiaque et c'est Tommy Smith et John Carlos qui viennent porter son cercueil. Voilà. Et donc c'est une histoire assez extraordinaire. Si aujourd'hui on a aux États-Unis plusieurs statues ou monuments qui rappellent cet événement, il faut savoir que pendant une dizaine, vingtaine d'années, ces sportifs ont été plutôt mis à l'écart, compte tenu de l'idée que l'olympisme, c'est la neutralité politique, idéologique, et qu'on n'est pas là pour manifester ses opinions. Oui, c'est toujours un apolitisme un peu tartuffe, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est une valeur, mais qui devient une couardise un peu. Hein. On a cette impression-là. Alors, sans vouloir me faire l'avocat du diable, le contexte de l'époque est très différent. C'est-à-dire que l'olympisme est pris quand même dans la guerre froide. Hein, et donc, ces dirigeants sont arc-boutés sur la neutralité parce que, évidemment, ils ne veulent pas que la guerre froide, même si elle a lieu quand même dans les stades olympiques, mais gêne finalement leur compétition. Donc, il faut comprendre aussi cela dans l'exclusion de Tommy Smith et John Carlos, plus évidemment, quelqu'un comme Avery Brundage qui n'est pas tellement favorable au combat des Noirs pour les droits civiques. C'est aussi un moment où il y a les fédérations africaines qui militent pour... Alors, l'Afrique du Sud a été mise hors jeu. C'est la question de la Rhodésie qui est désormais sur le devant de la scène. Donc, dans cette exclusion, il y a cela. Et puis il y a aussi une autre affaire, c'est qu'aujourd'hui, Céline le disait, les athlètes sont peut-être plus conscients, etc. Mais pour beaucoup, ils ont quand même plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'un grand athlète, alors il est à la fois contraint parfois par ses sponsors, mais il a sa communication, donc il est beaucoup plus libre qu'à l'époque où ces athlètes, ce sont quand même des amateurs qui dépendent pour les Américains, de leur université, donc des bourses qu'ils ont, qui dépendent, rappelez-vous Colette Besson, elle avait pourtant médaille d'or, elle était prof, mais même pas titulaire de PS. Donc c'est des gens qui sont quand même fragiles sur le plan économique, et donc donc les instances ont plus de facilité pour leur dire reste à ta place, tu dois courir, et c'est tout. Donc c'est aussi tout ce contexte, me semble-t-il, qui a largement changé par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les fédérations protègent aussi leurs athlètes. Je vais vous donner une petite histoire rapidement. Au judo, il y a eu récemment un combattant, alors nous on est sur un sport de combat en plus, un combattant israélien qui, par le hasard du tirage au sort, se retrouve opposé à un Iranien. Et l'Iran, la fédération iranienne, interdit à son combattant de monter sur le tapis. C'est-à-dire qu'en gros, il est au championnat du monde, il est en quart de finale, au 2e ou 3e tour, et il se retrouve face à un Israélien. Et donc, par le passé, il y avait déjà eu des combats où un Égyptien ne s'était pas présenté aussi face à un Israélien, par exemple. Et donc là, l'Égyptien n'était pas venu, il avait été déclassé, terminé. Là, l'Iranien refuse de ne pas monter sur le tapis, donc monte sur le tapis, fait le combat, le gagne. Et il est champion du monde derrière, après. Donc c'était une journée incroyable, c'est un combattant incroyable. Il est sous la menace de mort à ce moment-là. Je pèse mes mots parce qu'on a fait le sujet, on a fait l'enquête. On lui dit, si tu montes, c'est fini pour toi, ta famille. Et il décide de déserter. Donc, il se réfugie. La Fédération internationale, évidemment, est au courant de l'histoire, parce que ça bruisse dans le stade. Il est donc pris en charge. Il devient, comment on appelle ça, réfugié politique. Donc, il atterrit en Allemagne.
où la fédération allemande le prend sous son aile. Il arrive à protéger sa famille comme il peut là-bas rapidement, et il se retrouve ennemi numéro 1, enfin en tout cas recherché par sa fédération. Et finalement, ensuite il est reparti. Non, c'est d'abord la Mongolie qui le prend sous sa bannière, et puis finalement l'Allemagne. Et aujourd'hui, il a la double nationalité allemande. Enfin, il s'est du coup installé en Allemagne. Il a rencontré une personne là-bas. Il vit en couple. Il a pu faire venir ses parents. Enfin, ça a été et donc la fédération et le CIO ont exclu la fédération iranienne de judo. Et je ne sais pas si elle sera autorisée à participer aux Jeux de Paris. Voilà. Et le même problème se pose actuellement entre les Russes et les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens en judo sont très puissants, très forts. Les Russes donc au début ne sont pas venus aux compétitions, mais sont désormais autorisés à combattre. Et je ne vous cache pas que quand il y a des combats où le hasard du tirage au sort fait qu'un Russe affronte un Ukrainien ou une Ukrainienne, etc., c'est très compliqué. Mais pour le coup, les règlements de la Fédération internationale sont précis. Donc, personne ne capitule, mais il y a énormément de tensions. Et où il y a des championnats du monde récemment où dans le public, il y avait du public russe qui était là et on demandait à ce qu'il n'y ait pas de signes distinctifs. Et donc, il y a une famille qui est venue, elle a été exclue du stade. Elle était venue encourager un athlète russe qui, lui, était sous bannière neutre. Et ils avaient les drapeaux russes, tout le tralala. Ils se sont fait sortir manu militari. Voilà. Donc, c'est quand même très fragile et très tendu. Alors, je crois qu'il y a eu un épisode où le CIO a autorisé un drapeau. Et je crois que vous couvriez ces Jeux, justement. C'est en 2000 avec Cathy Freeman. Cathy Freeman, donc athlète australienne et aborigène, qui, je crois, est autorisée exceptionnellement à faire le tour du stade avec les deux drapeaux. Caroline, je crois que c'est vous qui aviez raconté ça l'autre jour. Alors, c'est l'espèce d'exemple type de la cristallisation des Jeux de 2000 qui montre comment est-ce qu'une question nationale va bousculer finalement même le protocole, parce qu'effectivement, c'est totalement interdit d'avoir un autre drapeau. Et il y a un enjeu autour de Cathy Freeman et qui la transforme aussi. Là, elle devient une icône complète après sa victoire. Et pousse Marie-Josée Pérec au burn-out. Ah bah, mais vraiment. Mais alors j'ai eu la chance. J'étais à Sydney en 2000 pour les Jeux et je me suis rendu compte parce que j'étais forcément avec mes couleurs françaises à soutenir Marie-Josée Pérec et il y avait une haine, mais qui est vraiment, enfin qui était impressionnante. Je me suis disputée avec des Australiens, etc., en disant c'est totalement irrationnel. Et il se trouve qu'une partie de ma famille est australienne, donc j'ai dit mais vous êtes complètement dans l'irrationnel. Elle n'est pas meilleure que, mais il fallait pour le gouvernement australien qui était empêtré dans toute une problématique de reconnaissance des aborigènes, mais surtout des enfants volés. C'était toute l'histoire des enfants volés qui avaient été retirés des familles aborigènes et placés dans des familles australiennes pour leur faire oublier leurs origines. Et donc, il y avait ce mouvement de réparation. Et donc, ils ont cristallisé tout ce mouvement autour de Cathy Freeman. Et il fallait absolument que voilà, elle est porteuse à la fois du drapeau, elle allume la flamme. Il y a eu et c'était les résultats. C'est ce que dit. On l'a mis l'extrait parce que je voulais que dans l'exposition on entende aussi des commentateurs. Et c'est Nelson Montfort qui le raconte. Lui aussi, il l'a entendu de la même manière. Et qu'en écoutant son interview, il dit on en a. Si Pérec n'avait pas craqué, elle était meilleure. Qu'est-ce qui se serait passé finalement dans ce stade où le stade était entièrement cristallisé, tourné vers Cathy Freeman, jusqu'à détourner finalement le protocole avec ce défilé. Mais ça rebondit sur un des aspects qu'on a mis dans l'exposition, sur la notion du stade. C'est-à-dire que si vous êtes un athlète, il est parfois seul face à un stade. Et là aussi, c'est compliqué. Vous représentez à la fois un pays quand vous êtes dans votre stade, mais vous représentez l'ennemi aussi face à un stade. La Villeni à Rio, contre le sauteur brésilien qui sort le saut de sa vie et qui bat le Français qui était champion olympique en titre à Londres et qui craque en fait.
Et Après, après, une il violence a... du stade qui Oui, doit il y être avait terrible. l'espèce de... Mais le stade, les Brésiliens n'ont pas la culture du sport olympique, ils ont la culture du foot. Donc ils ont soutenu leurs athlètes comme si c'était, vous imaginez quoi. Donc les athlètes étaient totalement choqués parce que ils avaient un public qui chantait, qui hurlait, qui avait aucun respect. Au moment où tu sautes, généralement tu fais un peu le silence. Ou c'est comme quand un rugbyman tire comment on appelle ça, une transformation, une pénalité, ou quand il y a un tir au pénalty. Et ben là, les supporters de brésiliens étaient des supporters de foot. Et quand leur sauteur, ils étaient derrière lui. Et quand Laminoni a demandé un peu de concentration, il a fait comme ça, il a fait chut, alors c'était fini, ils l'ont pris en grippe et c'était mort. Et ça l'a complètement tué, quelque part. Et il a complètement raté sa finale olympique. Il en a voulu après, et il s'est rendu compte qu'en fait, il s'était trompé de colère, quoi. C'était terrible. Mais c'est terrible parce que quand tu as 10 000 personnes, même plus que ça, 80 000 personnes qui sont contre toi, c'est dur à gérer. Sur la dimension raciale, j'avais une autre petite question à vous poser qui m'a été inspirée par la visite de l'exposition. C'est que le sport, à la fois, conforte et dément les préjugés raciaux. Et ça, l'exposition le montre très bien. Autre paradoxe des Jeux Olympiques, idéal de paix et d'universalisme, il peut arriver que les sports confortent les stéréotypes raciaux. Peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu ça. On a parlé des Finlandais volants à une époque, hein, ces athlètes venus de Norvège, de Finlande, mais pas que. Il y avait aussi, je crois, un Suédois qui était très bon en course de demi-fond. On a évidemment beaucoup parlé des athlètes noirs qui, par nature, devaient gagner toutes les courses du sprint, etc. Comment est-ce qu'on vit ça à travers le temps dans l'histoire des JO? Alors, dans l'histoire des Jeux Olympiques, justement, il y a toujours ce paradoxe. C'est qu'à la fois, il y a l'idéal, évidemment, de l'athlète blanc, hein, plutôt anglo-saxon, et qui fait du sport en suivant l'éthique britannique. Et puis en même temps, très tôt, vous avez des athlètes qui ne sont pas conformes à ce stéréotype. Hein, et les Jeux Olympiques ont été assez tôt, finalement, le lieu de l'affirmation, notamment d'athlètes d'origine africaine. En 1928, il ne faut pas oublier que le vainqueur, c'est un Français, mais c'est Ahmed El Ouafi, qui est un Algérien à la peau très foncée, qui est ouvrier chez Renault. Et d'ailleurs, bon, la presse allemande, c'est pas encore le nazisme, s'en prend beaucoup à la France. Donc très tôt, ça a été, et notamment dans les épreuves d'athlétisme, mais pas seulement, en football, par exemple, aux Jeux de 24, la grande équipe qui surclasse tout le monde, c'est la Céleste, l'équipe d'Uruguay, et l'une de ses vedettes, c'est le milieu droit Andrade, qui est le descendant d'esclaves noirs, africains, en Uruguay. Donc, et en même temps, alors il y a cette apparition, et puis en même temps, vous avez toute une série de discours aussi. Hein. Andrade, c'est un clown, il ne sait pas jouer au foot. C'est un artiste, hein. Donc il n'a pas de rationalité, bien évidemment. Donc tout cela, ça court évidemment, et ça pousse parfois à des choses absurdes. En 1936, évidemment, les grands vainqueurs des Jeux, c'est Jesse Owens, et d'ailleurs, on a dans l'exposition, dans le couloir, on peut suivre son 100 mètres. Et sa foulée, évidemment, qu'on pourrait dire olympienne, hein, et qui fascine d'ailleurs la cinéaste dévoyée nazie qui est Leni Riefenstahl. Et ensuite, le journal Lotto, qui est l'ancêtre de l'équipe, l'année suivante, envoie des journalistes en Afrique dans l'Afrique occidentale française, pour essayer de repérer les Jesse Owens du futur. Hein. Donc, il y a à la fois, évidemment, tous ces préjugés qui peuvent tomber. Aussi des figures, par exemple, au Jeux de Rome en 1960, le vainqueur du marathon, c'est Abebe Bikila, un Éthiopien qui court pieds nus. Ce qui évidemment surprend les Italiens. Et en même temps, se joue beaucoup de choses là-dedans sur les préjugés, puisque l'arrivée est jugée sous l'arc de Constantin, là où 25 ans plus tôt, Mussolini a lancé les troupes italiennes à l'assaut de l'Éthiopie. Et l'Italie, bon, c'est un pays que j'aime beaucoup, que je connais très bien, mais il y a un problème avec le passé colonial en Italie. Et il y a quand même toutes les manifestations de racisme qui ne sont pas seulement dans le foot, qui touchent notamment les volleyeuses, etc., en Italie, c'est un héritage de cette période-là. Et donc l'arrivée de Bikila, c'est aussi
on est saisi, hein, tout d'un coup, c'est ces Africains qui viennent gagner ces compétitions, alors que bon, ils s'entraînent sur les hauts plateaux sans. Bon, ce qui est faux, c'est que bon, Bikila, il a commencé dans les clubs d'athlétisme, il a été entraîné par un entraîneur suédois, donc il a suivi un entraînement. Entre guillemets, à l'européenne. Donc les Jeux, oui, ça mobilise beaucoup, hein, de ces stéréotypes, mais en même temps, c'est un des rares lieux finalement où il y a des gens d'origine très très différentes qui se rencontrent, hein, et c'est la force quand même. Il y a une force d'exposition, hein, de ce qu'on appelait les minorités visibles dans ces Jeux et qui... alors, le sport, c'est quelque chose d'éphémère, l'émotion du sport, c'est éphémère. Qu'est-ce qu'il en reste? Bon, c'est une grande question. Mais il y a un moment, tout d'un coup, où l'humanité se regarde dans toutes ses différentes composantes, dans tous ses physiques, dans toutes ses techniques corporelles. Et bon, je crois que c'est ce qui fait la beauté des Jeux aujourd'hui. Et j'ajoute juste qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, qui a changé la donne aussi, c'est les minima. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des quotas pour aller faire les Jeux, des temps minimum à exécuter, alors qu'avant, il y a eu une période où il y avait un représentant par pays où on était qualifié en fait. Donc aujourd'hui, ça change la donne au niveau du niveau et quelque part, il n'y a plus d'écart non plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nageur, je crois que c'était au jeu de 2000 à Soumbani, qui arrive une longueur après tout le monde, qui nage, on a l'impression qu'il va se noyer pendant toute la course. Alors c'est à la fois drôle, mais c'était un peu dérangeant. Moqueries, voilà. Oui, alors à la fin, on se dit ah ouais, c'est génial, c'est les Jeux Olympiques, tout le monde peut participer. Mais ce nageur qui avait vraiment un niveau catastrophique. Enfin, du coup, après, il y a eu un moment de stupeur dans le stade où j'y étais. Et je ne sais plus si j'arrive plus à me souvenir si c'était 2000 ou 2004. Je crois que c'était 2000. Et après, une fois qu'on a vu on a commencé à l'encourager, quoi. Et tout le monde, tout le stade, toute la piscine s'est mise derrière lui pour l'encourager, mais on avait envie d'aller l'aider parce qu'on pensait vraiment qu'il allait se noyer. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est lui rendre service, quoi? Est-ce que les Jeux Olympiques lui rendent service à ce garçon? Quelle image on va garder de lui? Ouais, c'était super ambivalent voilà. comme Et moment. dans un autre registre, vous avez ce patineur de vitesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez Vous savez, le patinage de vitesse, c'est où on patine très vite sur un cercle et où on est quasiment à la verticale, enfin horizontale sur la glace. Et il y a beaucoup de Coréens qui dominent cette discipline. Et ce sont les Jeux Olympiques, je crois, de Sochi. Et donc, c'est un Australien qui se retrouve là et qui, à chaque fois, finit dernier de sa série, mais qui se qualifie. Et il arrive en finale, c'est déjà un miracle, parce qu'à chaque fois, devant lui, ça tombe. Et il arrive en finale, et honnêtement, on sait qu'il sera dernier, c'est sûr. Devant, il y a les Coréens, etc. Et par le hasard des croisements, tout le monde tombe devant lui, quoi. C'est un jeu de quilles, c'est-à-dire que le Coréen fauche l'autre Coréen, le Chinois, l'Américain, tout le monde tombe. Et lui, derrière, il passe la ligne. Il s'appelle Bradbury, je crois qu'il a son nom là. Et c'est devenu une superstar. Je crois que c'est un Sud-Africain ou un Australien, je voudrais que je juste me souvienne. Et il passe la ligne du coup en premier, et donc il est champion olympique, alors qu'au départ, c'était Enfin, c'est aussi ça les Jeux, la magie des Jeux. Et lui, c'était qualifié, pareil. Donc ce genre d'histoire, entre guillemets, malheureusement, on en voit de moins en moins depuis 2008, parce qu'ils ont relevé les niveaux des classements, etc. Et donc, il y a peut-être moins de préjugés aussi, de moqueries ou de décalage qui peuvent se faire sur les performances, puisque forcément ceux qui sont au jeu ont tous un niveau minimal, et donc on a moins de... Mais ça faisait aussi partie de cette universalité, de ce charme, de ce bonheur aussi, parce que là on parle de tous les... découvrir, voilà, on parle de tous les paradoxes du sport, y compris dans les aspects un peu noirs, mais c'est aussi voilà. La magie du sport, d'un spectacle universel. Ce qui m'amène à poser la question, on parlait de miroir des sociétés, mais de la télévision. C'est-à-dire qu'à partir de 1960, on a le direct, je crois que c'est au Jeu de Rome que ça commence, et aujourd'hui, évidemment, c'est un spectacle mondial. C'est 3 milliards de téléspectateurs, hein, qui regardent les épreuves. Et alors là, je crois qu'il y a vraiment... Samaranch a joué un rôle énorme, hein. Peut-être qu'on peut dire un mot, parce qu'on a parlé de Bunredge tout à l'heure, qui est un personnage sulfureux, mais Samaranch ne l'est pas moins, mais plus moderne, et il a fait basculer les JO vraiment dans une autre dimension. Oui, Juan Antonio Samaranch, donc... c'est cet ancien ministre des Sports, hein, de Franco, ancien membre de la Phalange, mais qui comprend après, hein, la période Brundage, et puis il y a un président irlandais entre lui et Brundage,
que les choses doivent changer. Alors, je pense qu'il y a une chose importante pour Samaranch, c'est qu'il vient d'un pays autoritaire où le professionnalisme n'est pas tabou. Hein. Franco était un grand amateur de football professionnel. Donc, je pense que pour Samaranch, il n'y avait pas cet aspect-là, alors que, évidemment, dans le régime national-socialiste, il y avait ce dogme, par exemple, de l'amateurisme. Hein. Donc, ça, je pense qu'il y a cela. Il comprend aussi, finalement, qu'il y a des questions d'argent. Il arrive aussi un moment, en 1981, où plus personne ne veut organiser les Jeux. Hein. Après, bon, il y a Munich, évidemment, hein, avec l'attentat. 76, c'est Montréal, qui coûte extrêmement cher, et les habitants de Montréal ont payé le stade fait par Roger Taillibert, l'architecte français, pendant 30 ans. Ensuite, il y a le boycott de 80 qui est très largement organisé en amont quand même par l'administration Carter, puis celui de Los Angeles. Donc il faut sauver les Jeux. Hein. Ça apparaît aussi un peu quelque chose comme ringard finalement, les Jeux. En plus, et donc il va changer la donne. Alors d'abord en renforçant le produit, si vous me permettez l'expression, JO, en laissant entrer les professionnels progressivement. En 84, l'équipe de France gagne le tournoi olympique. Ce sont des professionnels, pas les meilleurs, mais ce sont quand même des professionnels. Et donc progressivement, eh bien, les Jeux se professionnalisent jusqu'à Barcelone avec la fameuse Dream Team, hein, l'équipe de la NBA. Et donc à partir de là, évidemment, le produit devient aussi plus attractif. C'est aussi une période de transformation de la télévision. Les années 70, à part les États-Unis ou quelques pays, la télévision, c'est public. Hein. Et donc à partir des 80, 84, c'est la création de Canal+. Et Canal+ va jouer un rôle quand même dans la transformation de la réalisation. Je crois que c'était en 92, hein, ils étaient très présents à Barcelone, ce qui fait qu'il y a aussi une concurrence hein, pour avoir les Jeux entre le service public et puis les chaînes privées. Ensuite, dans les années 90, c'est la télévision par satellite. Donc là aussi, encore un marché qui s'ouvre. Et puis ensuite, dans les années 2000, c'est toute la télévision, évidemment, qu'on connaît par câble, spécialisée, etc. Donc c'est évidemment les donneurs d'ordre, enfin les télévisions, elles sont de plus en plus friandes de jeux, avec, il me semble, parce que je suis spécialiste de l'histoire du football aussi, il y a une différence entre les Jeux et la Coupe du Monde, c'est que les Jeux sont quand même... La retransmission des Jeux, sauf grands événements du type finale des 100 mètres, etc., c'est très national. C'est-à-dire que selon le pays, vous voyez, si vous êtes dans un autre pays, vous voulez savoir ce que fait, je ne sais pas quel athlète français aujourd'hui, bah, vous aurez du mal, parce qu'on va retransmettre ce qui concerne finalement sa nation. Alors dans la Coupe du Monde, tous les matchs de football, tous les matchs sont retransmis. Donc il y a aussi cette spécificité, mais qui est aussi intéressante pour les télévisions locales, parce que évidemment on peut... Et puis également dans ces années-là, ce qui me semble remarquable aussi, c'est parfois des grandes opérations nationalistes. Hein. Je ne sais pas, enfin, il y a des gens qui ont plus de 50 ans, et largement comme moi, dans la salle, mais je ne sais pas si vous vous rappelez les Jeux de Los Angeles, on ne voyait que les athlètes américains. C'était vraiment... c'était l'America is back, l'Amérique de Reagan. Donc cette télévision, elle n'est pas immune, hein, bien évidemment, des débordements nationalistes qu'avaient connus les Jeux sous d'autres formes auparavant. Oui, avec Samaranch, oui, non, Coubertin, pardon. L'emploi du drapeau, de la flamme, du symbole et de la devise olympique ne peut donner lieu à des opérations de nature commerciale. Hein, voilà, évidemment, aujourd'hui, c'est un autre monde. Et Samaranch, là-dessus, a été... je crois qu'on l'appelait le Seigneur des Anneaux, Samaranch. Seigneur S-A-I, tellement il était âpre-gain. Oui, mais sans vouloir encore me faire l'avocat du diable, c'est que derrière l'argent, il y a aussi une partie de l'argent qui est redistribuée aux comités olympiques nationaux. Il y a des actions en faveur du développement. Ensuite, il y a les Jeux mondiaux de la jeunesse. Donc, ce n'est pas seulement les Jeux. Hein. Si on regarde quand même... Bon, le CIO vit bien. Si vous allez Quai d'Ouchy à Lausanne, c'est pas mal. Hein. Mais malgré tout, il y a aussi derrière ces politiques de développement et ces jeux annexes, hein, qui sont donc l'argent des jeux, hein, la télé et puis les partenaires. Hein. Je crois que Coca-Cola, ça va être 400 millions de dollars, un truc comme ça, pour pouvoir avoir le logo sur une canette. Donc ça sert aussi à cela. Je crois qu'il faut aussi avoir un point de vue parfois
équilibré. Bien sûr, bien sûr. Au moment où les Jeux ont du mal à trouver des pays candidats, est-ce que vous demeurez optimiste? Est-ce que vous pensez que les Jeux vont continuer à pouvoir s'adapter à l'évolution des sociétés, à en être le miroir? On approche du terme de cette conversation. Ça revient à ce qu'on disait au début. C'est une telle fête. En fait, les Jeux sont attribués 7 ans avant, hein, c'est ça. Donc là, on a 2028 et après, on sait où c'est en 2032, pas encore. À Brisbane, voilà, c'est ça, exactement. Donc après, ouais, ça va être ouvert. Donc c'est difficile de se projeter en fait. On est tellement, on attend ces Jeux de Paris évidemment avec beaucoup d'impatience, mais moi j'ai du mal à aller au-delà de 2028 en fait. On sait déjà ce à quoi va ressembler à peu près les Jeux de 2028, mais j'ai du mal à me projeter après moi. Je pense que ça, on va vers des jeux qui coûtent de plus en plus cher, hein, c'est sûr. Là, je crois qu'on est à 12 milliards, hein, alors qu'on avait prévu 9. C'est ça, ouais. Ouais, donc c'est toujours plus que ce qu'on a prévu. Et à chaque fois, on se dit on va tenir et on n'arrive pas parce que ça déborde. Et pourtant, on est des jeux où il y a eu très peu d'infrastructures construites, hormis le bassin aquatique de Saint-Denis. Je crois que ce sont des infrastructures existantes qu'on a rénovées ou réhabilitées. Donc je pense que ça se jouera là-dessus. Et sur l'héritage, moi j'ai hâte en fait de voir le fameux héritage pour les Jeux de Paris. Je pense qu'on est au-delà de l'utilisation des infrastructures. Je pense que c'est plus dans l'ADN de notre société. C'est-à-dire, est-ce que les petits Français qui sont plus sédentaires, plus gros, plus tout, vont se mettre au sport? Est-ce que le sport à l'école va vraiment pouvoir y rentrer? Parce qu'on sait que c'est compliqué, les fameuses 30 minutes de sport, qui est une belle promesse qui est difficile à tenir parce que l'école voilà, a du mal à trouver des professeurs pour faire ces fameuses 30 minutes de sport. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais qu'on puisse transformer. Et j'espère que tout ce qui est promis pour que la France devienne une vraie nation de sport et que le sport prenne plus de place aussi dans les programmes, dans l'école, que ça génère des vocations. Voilà, moi je pense qu'on va voir les prémices, si vous voulez, de ce que pourraient générer les Jeux dans 3-4 ans peut-être. D'ici 2028, on verra où on en est, quoi. Et à partir de ce moment-là, je pense que moi, j'arriverai à me projeter sur 2032. Merci beaucoup, ça tombe bien. L'expo est vraiment familiale, en effet. Donc les Français, les petits Français qui veulent faire du sport peuvent commencer par y aller. Merci beaucoup. On passe la parole. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Deux petites questions. Pour les Jeux de 2024, y a-t-il des pays qui ne veulent pas participer ou qui sont interdits d'accès? Je pense par l'Afghanistan. Et seconde question pour Madame Giraud. Comment on gère, on parlait des compétitions, mais comment on gère l'ambiance, l'atmosphère dans le village olympique entre certains pays et certaines nations, vous voyez, certains athlètes? Je pense par exemple si des Ukrainiens croisent des Russes, par exemple. Merci. Non, je crois pas. Je crois enfin, en tout cas, il n'y a pas d'athlètes. Il y a pas de. La seule contrainte, c'est ces pays sous bannière neutre, les Russes et les Bélarusses. Mais sinon, je crois que pour toutes les nations, c'est ouvert. Il n'y a pas de. L'Afghanistan, je n'ai pas entendu dire qu'ils étaient interdits de jeu. En même temps, ils ont peu d'athlètes, hein. Ils ont peut-être une équipe de football. De mémoire au judo, il y avait une Afghane qui était venue, qui avait ses cheveux couverts. Alors pour le judo, c'est quand même pas pratique. Donc je me souviens qu'elle a combattu, c'était à Sydney d'ailleurs. Et elle avait un niveau ceinture jaune, je pense. Elle avait eu comment on appelle ça, une wild card. Ils font ça parfois dans certains sports. Ils donnent des visas à certains petits pays pour qu'ils puissent participer. Et là, il y avait eu une ouverture. Elle avait une autorisation pour combattre avec les cheveux couverts. Alors, ça avait fait tout un sujet, mais elle était restée peut-être 30 secondes sur le tapis avant de tomber. Et c'en était fini là. Mais après, je crois qu'il y avait une athlète aussi, non? Il n'y avait pas une athlète qui courait J'ai du mal à me souvenir. Ou c'était l'Iran, l'iranienne peut-être. Voilà. Arabie Saoudite peut-être aussi. Mais voilà. Non, il n'y a pas de pays exclu. Et après, pour la deuxième question concernant le village,
Alors l'ambiance c'est en fait l'organisation dans le village est assez simple. On met bon, il y a le pavillon français, chaque pavillon est identifié avec un drapeau. Donc ce sont les dortoirs dans lesquels sont logés chaque nation et ils essaient de faire de la géopolitique aussi dans la répartition des, des logements, des chambrées. Voilà, ils vont pas forcément faire cohabiter des nations en termes de proximité, comme c'est quand même un village qui est très étendu sur plusieurs milliers de mètres carrés. C'est comme une petite cité, hein, un petit quartier. Donc je pense qu'ils séparent les chambrées des pays qui ne sont pas spécialement proches. Donc là, je pense qu'après, il y a des services de sécurité monstrueux. Hein, et encore plus à Paris avec la menace terroriste qui a été relevée d'un niveau, à son niveau maximum. Donc je pense que non, ce sera extrêmement surveillé, compliqué. Enfin, en tout cas, chaque nation a son propre service de sécurité, souvent mis en place par le pays. Par exemple, les Israéliens viendront avec leurs propres dispositifs de sécurité. Et en plus, il y a une équipe du GIGN. Pour chaque, il y a des membres du GIGN qui sont attribués à chaque nation dès qu'ils se déplacent. Donc, ils sont quand même extrêmement bien entourés. Donc, après, quand ils se déplacent dans le village, il y a toujours quelqu'un qui les suit. Voilà, c'est pas le Club Med. Hein. Donc, ce sera particulier. Mais cette année, je pense que ça va être vraiment, vraiment ultra surveillé. Merci pour vos interventions très intéressantes. J'ai 2 questions. J'aime beaucoup l'intitulé de l'exposition, les Jeux olympiques miroirs des sociétés. Je m'interroge sur les limites chronologiques. Le centenaire est-il vraiment opportun ? C'est intéressant d'avoir la première réponse. Bon, alors cette fois-ci, je vais me faire l'avocat de la défense. Oui, alors la première réponse, ce serait que ce serait peut-être une facilité de dire on va de Paris à Paris, ce qui semble évident. Mais malgré tout, il y a quand même une logique, me semble-t-il. C'est que les Jeux de 1924 à Paris, ce sont quand même des Jeux qui font entrer l'épreuve dans une certaine modernité qui existe encore. Alors, exemple, c'est des Jeux où vous avez des stars. Hein, Paavo Nurmi, le Finlandais volant, Johnny Weissmuller, le futur Tarzan, mais c'est celui quand même qui nage, je crois que c'est le 50 mètres, je ne me trompe pas, en moins d'une minute. On voit son corps un peu partout à la piscine des Tourelles. C'est aussi, c'était déjà un petit peu apparu à Anvers en 1920, mais le stade de Colombes, qui est construit par Roger Fort du Jarry, qui est aussi l'architecte plus tard de Roland-Garros, avec les moyens du bord, hein, parce que l'État n'a pas beaucoup d'argent déjà à l'époque, hein, mais il y avait eu la guerre avant quand même. Eh bien, vous avez quand même plus de 60 000 spectateurs pour le match France-Uruguay, la finale. Donc c'est aussi, vous voyez, l'entrée dans l'ère des masses. Premier jeu aussi où il y a la radio. Hein, alors, évidemment, une radiophonie moins développée qu'aujourd'hui. C'est aussi l'époque où vous avez cette presse sportive illustrée, le fameux miroir des sports. Il y a aussi évidemment le cinéma, hein, les actualités cinématographiques. C'est aussi un début de mondialisation. Hein, les Égyptiens sont là, etc. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments de modernité qui sont déjà présents. Et j'ajouterais, parce qu'on pourrait en parler 2 heures de cette histoire-là, c'est l'aspect diplomatique. C'est qu'à l'époque, déjà, la France, et la diplomatie française, utilise le sport comme moyen de propagande. Il y a un service des œuvres françaises à l'étranger au sein du Quai d'Orsay qui a une section tourisme et sport qui a pour but de développer la propagande par le sport. Et puis en 24, les Allemands ne sont pas invités, hein, sous prétexte que leur sécurité ne serait pas assurée. Mais bon, on est juste après l'affaire de la Ruhr, donc les relations sont encore tendues. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse. Merci, il y a beaucoup de réponses là. J'aimerais que vous puissiez me donner des informations sur le développement de l'olympisme pour les femmes qui appartiennent à des pays imposant le voile, qui n'est pas vraiment idéal pour faire du sport. Il y a une marque, pour la citer, Nike, qui avait lancé un vêtement
approprié pour la course, pour les femmes qui souhaitaient courir. Alors, elles ne sont pas voilées, mais elles ont les cheveux couverts et ça fait comme une espèce de cagoule un peu dans une matière un peu souple, pratique pour le... Et je crois qu'elles sont autorisées à courir avec ce vêtement qui n'est pas extrêmement pratique pour la pratique sportive, mais on s'habitue. C'est pas qu'on s'habitue, mais c'était un événement quand c'est arrivé, je crois que c'était il y a 8 ans maintenant. Et désormais, j'ai envie de vous dire, on a banalisé quelque part le fait de voir des jeunes femmes sur le stade courir avec ce type d'équipement. Le judo, c'est comme je vous l'expliquais, c'est impossible. Il y a un bonnet, mais qui résiste pas dès qu'on arrive au sol quand même. À la natation, je crois que... Ouais, il y a le bonnet de bain de toutes les manières, mais non, je crois que c'est... En tout cas, sur les terrains de foot, ça a été interdit. Alors, dans un premier temps, la FIFA l'avait autorisé en 2014. Voilà, il y a eu un rétropédalage. C'est Sepp Blatter. Et en fait, tout ça, ça marque aussi l'influence quand même soit des fédérations, soit des comités olympiques nationaux des pays du Golfe. Ça, c'est clair. Alors que dans le cas de la FIFA, il aurait suffi de dire, c'est pas... il y a un équipement pour jouer au football et pour y jouer de la manière la plus efficiente, et que il est normal d'utiliser, et que même rien que d'un point de vue de la sudation, etc., c'est quelque chose évidemment qui peut éventuellement être dangereux pour la joueuse, puisque ça entraîne une perte d'eau, et voilà. Mais je pense que c'est plutôt cela. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier le cas quand même de Florence Griffith-Joyner, qui à Séoul avait battu des records mondiaux encore inégalés, et puis qui est disparu assez jeune, à 36 ans ensuite, et qui avait une combinaison avec une cagoule. Donc, c'était pour l'aérodynamisme. Ouais, pour être aérodynamique, c'est ça. Enfin, je sais pas, mais Oui, il y a aussi sur le... Pardon, mais sur le corps, parce que finalement on voit les femmes couvertes là, mais la question elle est à l'envers sur les combinaisons et les tenues, notamment l'évolution du beach volley, c'est la même chose. En fait, on pose des questions quand il s'agit du corps des femmes, on les pose moins quand il s'agit du corps des hommes, c'est toujours un peu compliqué. Mais par exemple, les compétitrices à Sydney, elles étaient en maillot de bain, et encore c'était... Ils ont revu les Voilà. tenues pour les... Et maintenant... Voilà, elles ont complètement changé. Et ce qui fait polémique, c'est quand elles se couvrent un peu plus ou un peu moins. Enfin, mais c'est toujours pour ce corps-là. Et donc c'est ça qui est un petit peu en dommage. Bonjour, je voulais revenir un petit peu juste au fait que nous sommes au mémorial de la Shoah pour porter une petite question supplémentaire. Ça concerne plutôt l'émancipation des sportifs juifs, surtout à Paris en 1924. Moi, j'aurais voulu juste rappeler deux grandes figures. Il y avait par exemple Abrahams, des chariots de feu, enfin le film Chariot de feu, qui a révolutionné un petit peu le passage de l'amateurisme au début du professionnalisme, et aussi une autre personnalité très importante pour moi, qui suis plutôt orienté escrime, c'était Alexandre Lippmann, qui était l'archétype, selon moi, de l'élite juive de la Troisième République, qui, à l'inverse disons, des mouvements maccabis, qui étaient plutôt... disons, des organisations sionistes de base qui voulaient plutôt intégrer les Juifs dans la modernité. Alors, merci pour vos remarques. Peut-être sur les bandes chronologiques, parce qu'il y a un échange sur cette question-là. D'abord dire qu'on avait consacré une première exposition, vous avez évoqué le mémorial de la Shoah, en 2011, et sur le sport, elle s'intitulait « Le sport à l'épreuve du nazisme ». Et là, les bandes chronologiques, c'était 1936-1948. Donc on voit bien l'idée, c'était vraiment de réfléchir non seulement à la question des Jeux Olympiques, mais de manière plus générale à la question du sport. Et on avait beaucoup travaillé
sur la question du destin des athlètes juives et juifs, et puis également sur la question de la propagande, de l'instrumentalisation du sport. J'ajouterai à ce que vous venez de dire par rapport à ces deux athlètes que dans les bornes chronologiques, 1924, c'est Paris. On a beaucoup parlé de la question du stade, mais c'est aussi des compétitions qui ont lieu dans le Veldiv. La boxe, l'haltérophilie, c'est dans le Veldiv. On a voulu aussi interroger la question du stade. Comment un stade, qui est un lieu de compétition, d'émulation, de communion humaine, devient en 1942, vous le savez tous ici, les 16 et 17 juillet, utilisé pour une autre fonction. Donc c'est aussi quelque chose qu'on interroge dans l'exposition quand on évoque les stades. Et donc la date de 1924, alors bien sûr, hein, Paul l'a dit, il y a évidemment un clin d'œil avec Paris 24, Paris 2024, c'est inévitable, et c'était pour nous là aussi matière à vouloir élargir la focale pour le mémorial de la Shoah, mais tous ces sujets, finalement, nous montrent qu'entre la modernité, l'instrumentalisation, la transformation d'un lieu, le destin de certains sportifs, il y avait matière à garder ce bornage chronologique, et c'est ce qu'on a fait. Et puis, de manière plus générale, puisque peut-être dans la présentation, vous l'avez vu, j'ai un intérêt tout particulier pour la question des scolaires, hein. Pour nous, pour le mémorial de la Shoah, c'est aussi une manière, c'était votre dernière question, d'évoquer comment le sport, miroir des sociétés, est aussi un moyen, avec des élèves, de partir du sport pour évoquer la question des discriminations, la question des préjugés, la question des stéréotypes, et parfois c'est une entrée qui est plus facile que des questions qui leur paraissent comment dire, un peu abruptes ou un peu trop éloignées. Et c'est ce qu'on avait senti déjà avec Caroline en particulier en 2011. Et cette année, en élargissant la focale, on a aussi une volonté de faire venir un public qui ne vient peut-être pas au mémorial de la Shoah, qui va venir parce qu'on parle de sport, parce qu'on parle de JO, et puis parce qu'on est aussi capable de parler d'un ensemble de discriminations, et bien évidemment de parler de ce qui constitue nos missions originelles, la question d'antisémitisme. Voilà. Pour toutes ces raisons aussi, la date de 1924. Juste un petit ajout. Donc on a une belle photo, hein, de l'arrivée du 100 mètres de 24 avec Harold Abrahams. Et si on soulève la photo, eh bien, sa vie, hein, et sa carrière sont évoquées. Et puis, je laisserai peut-être la parole à Caroline. On a découvert aussi, ou redécouvert, des athlètes juifs. Sam Rabin, qui est un Britannique. Et ça, c'est grâce à Claude Boly, hein, du Musée national du sport, qui nous l'a signalé. Il a été médaillé de bronze aux Jeux d'Amsterdam en lutte. Et c'est aussi un très grand peintre, et qui a consacré une grande partie de sa peinture à la boxe. Et il y a notamment, on a eu, grâce au Musée du sport, une étude, un match de boxe. Et puis, entre autres, il y a Eva Zekeli, mais je préfère laisser parler Caroline. Oui, en faisant des expositions, en faisant des tables rondes comme ça, on fait émerger, on découvre de nouvelles personnalités. Son itinéraire, on l'avait pas trouvé pour l'exposition de 2011, on l'a trouvé depuis. C'est une nageuse hongroise et qui traverse finalement tout ce XXe siècle qu'on a voulu raconter dans l'exposition. C'est vrai que 100 ans, c'est pratique au niveau des dates. Elle entend les jeux et la victoire d'un escrimeur hongrois en 1936 à la radio, et elle décide, elle a 9 ans, elle décide qu'elle va être championne olympique. Ça fait écho à ce que vous disiez, c'est ce qui va la mener, ce qui va la tenir pendant toutes ces années, bien sûr pendant toute la guerre. Elle échappe miraculeusement à la déportation des Juifs de Hongrie au printemps 1944. Et au moment de la prise du pouvoir des Croix fléchées à l'automne 1944, elle est versée dans un bataillon de travail pour créer les fossés les fossés anti-chars autour de Budapest pour prévenir l'arrivée des troupes soviétiques. Et elle réussit à s'échapper. Elle se réfugie dans une maison
dans Budapest, qui était protégée, et certaines maisons étaient protégées par des pays neutres, notamment la Suisse. Et c'est l'idée qu'elle veut être championne olympique, qu'elle doit survivre, qui fait qu'elle supporte à la fois cet enfermement, les tensions, les risques, puisque dès qu'il sortait, il y avait des risques de se faire arrêter. Et en fait, pour se maintenir, en fait, c'était une maison avec plein d'étages, et en fait, elle raconte qu'elle faisait les étages toute la journée pour se maintenir en forme, à tel point qu'en fait, les gens qui étaient cachés avec elle pensaient qu'elle était folle. Et donc, en fait, elle se relevait pour finalement continuer son exercice, et elle va participer aux Jeux de 48. Elle ne sera pas médaillée, et elle sera médaillée en 52 et en 56. Et là aussi, rattrapée par l'histoire, puisque la délégation hongroise est partie quelques jours seulement avant l'arrivée des Soviétiques dans Budapest. Et comme beaucoup d'athlètes hongrois, elle fait défection, elle passe à l'ouest. Et suite à ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, des pressions sur sa famille. En fait, elle a peur, et elle rentre en Hongrie avec son mari et sa fille. Et en 1960, les autorités hongroises autorisent la sortie d'un seul athlète du couple, et en fait son mari est dans l'équipe de water-polo hongroise, et donc en fait il y en a un des deux qui a le droit de sortir du pays pour aller aux Jeux Olympiques. Vous avez entendu ma tendance, donc je ne vous dis pas lequel des deux a choisi de mettre fin à sa carrière. Elle met fin à sa carrière, elle se consacre à la carrière de sa fille, et finalement là où ça finit, c'est que sa fille est médaillée olympique, est médaille d'argent aux Jeux de 72. Et donc vous avez une histoire comme ça aussi de rendez-vous manqués, en fait, aussi de ces sportifs qui n'ont pas pu participer aussi à une Olympiade parce que l'histoire politique internationale était plus importante. Ils ont dû renoncer ou ils ont été empêchés. Donc il y a aussi tout ça voilà, et donc des témoignages qui maintenant sont. Elle a été filmée. Elle est morte en 2020. Elle avait été filmée dans les archives Spielberg aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est toute la question de l'archive qu'on essaie de mettre aussi dans l'exposition, avec les archives vidéo pour remettre. On parlait tout à l'heure de Sam Rabin, mais il y a aussi un athlète qu'on a retrouvé, s'appelle Ben Brill, qui était boxeur. Médaillé aussi olympique, et donc en fait c'est aussi de retrouver toutes ces histoires et qu'on a essayé d'en présenter. Alors dans l'exposition on peut pas tout dire, mais essayer de faire remonter ces histoires de sportifs qui sont moins connus. On va prendre une toute dernière question, monsieur. Merci beaucoup d'être présent, c'est très intéressant, extraordinaire même. Et ma question, c'est un peu plus visionnaire par rapport à l'ONU, qui est quand même une organisation Nations Unies, et les Jeux Olympiques ressemblent d'une part ou d'une autre à une organisation qui veut pacifier le monde grâce au sport. Même s'il y a toutes ces difficultés politiques d'ingérence, même si vous, Madame Céline Géraud, vous avez du mal à projeter les choses dans le futur, on comprend. Les choses vont tellement vite et c'est compliqué. Et j'aimerais connaître vos visions pour 2124. Voilà. En espérant, nous serons dans un monde meilleur et qu'on pourra faire des choix meilleurs pour éviter en effet des guerres et mettre l'argent. Il y a de l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque, vu qu'on peut armer des armées ou fabriquer des têtes nucléaires, ils en font beaucoup plus. Je pense qu'il est plus intéressant, comme vous dites si bien, de faire 30 minutes de sport que faire 30 minutes de guerre, ce n'est pas vraiment très intéressant. Voilà. Donc j'aimerais connaître votre vision particulière sur cette possibilité de voir le jeu olympique, comment va-t-il évoluer. Et le monde, c'est très compliqué, je suis d'accord avec vous, hein, le monde il est ce qu'il est, mais on espère toujours de vivre un monde meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, 2124, je pense qu'on sera dans l'expo, mais en photo, nous. C'est une très excellente idée de ma voisine, que je trouve excellente. Oui, c'est ça. Non, mais c'est impossible de se projeter. Enfin, moi, si on se dit qu'on a les Jeux tous les 100 ans, on aura peut-être les Jeux à Paris en 2124, et les gens diront « Oh là, on les a ratés tellement de fois. » Moi, je pense qu'ils existeront toujours, par contre. Il y a des choses qui disparaissent. Je pense que c'est un rendez-vous qui ne disparaîtra pas. C'est peut-être totalement fou. On enregistre et on repassera ça
dans 100 ans. Mais je pense que c'est quelque chose qui restera, parce qu'il y a cette notion effectivement de trêve olympique, et même si le sport devient une usine à gaz, c'est-à-dire quelque chose de très professionnel, avec finalement peu d'athlètes qui continueront à courir après cet événement, parce que peut-être que le sport générera tellement d'argent et deviendra tellement pro, l'amateurisme, ce sera une petite anomalie rafraîchissante, et on ira aux Jeux Olympiques comme on va, je sais pas moi, à la campagne. Peut-être, mais j'ai la faiblesse de penser que ça restera toujours un événement aussi puissant, en tout cas pour ceux qui y participent, et que ce sera toujours quelque chose qui inspirera une notion de trêve et d'universalité. Moi, je serais moins optimiste. Mais parce que nous vivons quand même une ère, non pas par rapport aux relations internationales, mais par rapport à l'évolution technologique. On voit bien ce que fait l'IA aujourd'hui, etc. Moi, j'imagine bien 2 types de Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques pour ce qui reste de l'humanité qui est encore capable de courir et de sauter, parce qu'il y aura une humanité il y aura peut-être des transformations du corps humain, parce que donc des gens qui restent, on aura certainement un écran greffé dans le cerveau, etc. Et puis il y aura des humanoïdes, peut-être qui représenteront la perfection humaine et qui participeront à ces jeux. On peut imaginer ça. J'ajoute d'ailleurs que le CIO réfléchit actuellement à des jeux e-sport, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire on pourrait faire des épreuves de... Alors ça ne va pas pour toutes les disciplines, mais je crois que ça pourrait marcher pour le vélo, pour l'aviron. Donc ce serait pas du e-sport où tu es devant ta console avec une manette comme un névrosé. Ce serait, tu es sur un rameur avec un écran et tu n'es pas sur l'eau, mais tu es chez toi ou dans un endroit... et ils le font déjà, ça. Des compétitions d'aviron, le championnat de France, par exemple, se font de façon virtuelle. Et celui qui rame avec la même difficulté que celui qui est sur l'eau, parce qu'il y a ils ont reproduit la résistance de l'eau, c'est ça. Et avec des commissaires autour qui surveillent qu'effectivement, il n'est pas en train de... C'est bien lui qui est en train de ramer, pas son copain. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Voilà. Donc, le CIO, il réfléchit déjà. Donc peut-être qu'effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est une très bonne idée. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous les 5 et rendez-vous en 2124 alors. Le 7 avril 2124, je précise.